Bom, tenho a satisfação, então, de apresentar o professor Gilles Tibéjean. Ele é professor também da Universidade Paris I, Panthéon-Sorbonne. Ele trabalha na interseção entre a história da arte e a estética. Ops, um momento. Então, como eu estava dizendo, trabalha na interseção entre história da arte e estética. Suas principais publicações são Nature, Art, Paysage, Natureza, Arte, Paisagem, em 2001, Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses, Notas sobre a natureza, a cabana e algumas outras coisas, em 2014. E ele tem um livro que é muito prestigiado sobre Land Art, que teve a primeira edição em 93, a segunda edição mais recente, 2012. Também um livro de 2007 chamado Fines Terre, Imaginaire et Imagination Cartographique, Fim da Terra, Imaginário e Imaginação Cartográficos. Ele dirigiu a coleção Art et Esthétique das edições Carré, de 96 a 2004. E ele é membro do comitê de redação, membro do comitê de redação dos Cahiers du Musée d'Art Moderne e co-redator da revista Carnet de Paysage. Então, muito obrigado, Gilles. É um prazer recebê-lo. Obrigado. Well, first I want to thank everybody for the organization to invite me, and with or without any battery. And I'm trying to be not too long, so I'm beginning in French, and you can read what I'm saying. Il m'a toujours semblé intéressant, plutôt que de les rejeter comme des éléments corrupteurs du raisonnement, d'observer le fonctionnement des métaphores dans les textes philosophiques. Elles ont souvent des symptômes, la manifestation d'un impensé. Qu'on le veuille ou non d'ailleurs, ces métaphores insistent dans le discours philosophique. On peut d'ailleurs légitimement se demander si celle-ci peut s'en passer et s'il est tellement sûr que le passage historique du logos au mythos en a tout à fait supprimé l'existence. On peut dire en tout cas que depuis Nietzsche, on a cessé de s'interroger sur ce qu'est la métaphore pour la philosophie. Hans Blumenberg en Allemagne, dans ses paradigmes pour une métaphorologie, ou Jacques Derrida en France, dans la mythologie blanche, ont produit d'importantes études sur le sujet. Bachelard avant eux, traquant les métaphores dans les discours scientifiques, ne les considérait pas seulement comme un obstacle épistémologique au progrès de la connaissance, car toutes les métaphores ne sont pas immédiates, du type de celles qui poussent à une pensée autonome en nous écartant du véritable savoir. Elles permettent aussi d'illustrer le savoir. Mais, qu'on le veuille ou non, il y a des métaphores dans tout discours philosophique. Certaines sont effectives, d'autres effacées ou éteintes. Tout mouvement de métaphorisation en ce domaine n'étant peut-être, si l'on en croit Derrida, qu'un mouvement d'idéalisation. Sans aller plus loin dans ces considérations, puisque mon propos n'est pas de parler de la métaphore en général, j'aimerais en étudier un exemple dans l'œuvre de Sartre, que je considérerais non seulement comme un philosophe, mais comme un écrivain, en dépassant cette distinction artificielle en général, et ici particulièrement peu opérante en ce qui le concerne. Il avait d'ailleurs réfléchi à plusieurs reprises au statut de la métaphore dans ses textes sur l'écriture ou sur la lecture. Dans l'imaginaire, par exemple, il parle de la façon que nous pouvons avoir de nous donner certaines représentations spatiales comme un équivalent sensible pour comprendre des propositions abstraites. Quelque chose de fréquent,
chez les philosophes, c'est-à-dire chez les hommes qui ont une grande habitude de penser sur la pensée, comme dit Goethe, c'est-à-dire qui sont profondément pénétrés du caractère immatériel de la pensée, qui savent de longue date qu'elle échappe à tout effort pour la représenter, la définir, l'arrêter, et qui, par la suite, n'usent que sobrement et avec quelques répugnances de comparaison et de métaphore lorsqu'ils parlent d'elle. Sartre va avoir parfois tendance à considérer la lecture philosophique comme une opération purement spirituelle, à la différence de ce qui se passe dans un roman. Et pourtant, si je suis conscience avant tout, je ne suis pas pour autant pur esprit. Et c'est en cela que sa conception de la lecture diffère d'une certaine conception, disons, classique, qui fait totalement abstraction du corps. Pour Sartre, en effet, mon corps est bien toujours là lorsque je lis, même si j'en ai une conscience non positionnelle, comme il dit. Je peux avoir faim, avoir mal aux yeux, ma douleur est diffuse. Et tout comme mon corps, elle est la matière translucide de la conscience. Ou, comme il le dit encore, dans l'être et le néant, elle est la contingence propre de l'acte de lecture. Et d'expliquer plus loin que, si absorbé que je puisse être par cette lecture, je ne cesse pas pour autant de faire venir le monde à l'être. Mieux, ma lecture est un acte qui implique dans sa nature même l'existence du monde comme fond nécessaire. Corrélativement, mon corps ne cesse d'être indiqué par le monde comme le point de vue total de la totalité mondaine, mais c'est le monde comme fond qui l'indique. Or, s'il ne met pas toujours sur le même plan, comme ici, ces deux types de lecture, romanesque et philosophique, il me semble d'une part qu'il n'y a pas de distinction de nature entre les deux, et que, d'autre part, l'écriture philosophique elle-même implique le corps à travers l'usage des métaphores dont elle se sert. De ce déni du corps dans l'écriture philosophique, la métaphore du crustacé, dont nous allons parler, me semble être le symptôme. Pour me livrer à l'analyse de la façon dont elle fonctionne dans toute l'œuvre de Sartre, je commencerai par la lecture d'un texte de Simone de Beauvoir, tiré de La force de l'âge. Bien entendu, il savait que c'était des maisons, des horloges. Les yeux, les rictus, on ne pouvait pas dire qu'il y croyait, mais un jour, il allait y croire. Un jour, il serait vraiment convaincu qu'une langouste trottinait derrière lui. Sartre me dit abruptement qu'il en avait assez d'être fou. Pendant tout ce voyage, les homards avaient tenté de le suivre. Ce soir, il leur donnait définitivement congé. Il tint parole. Sa bonne humeur fut désormais imperturbable. Ce témoignage de Beauvoir nous renseigne sur l'origine d'une métaphore prégnante, insistante, dans toute l'œuvre de Sartre. À l'époque où il écrivait son livre « L'imagination » en 1935, il s'était tout naturellement intéressé aux anomalies de la perception et aux hallucinations. Ainsi sera-t-il amené, par exemple, à discuter la thèse de Taine, selon laquelle la perception est une hallucination vraie, pour critiquer ce qu'il appelle son associationnisme. Son ancien condisciple, le docteur Lagache, lui proposa alors de se faire piquer à la mescaline. C'est à la suite de cette expérience qu'il éprouva des troubles accompagnés de visions. Pour Beauvoir, la crise qu'il traversa pendant 6 mois était liée au fait qu'il ne se résignait pas à passer à l'âge de raison, à l'âge d'homme. La dépression surmontée, Sartre donna définitivement congé aux crustacés. Mais ceux-ci revinrent pourtant subrepticement en trouvant une nouvelle existence dans son œuvre. Sartre a toujours eu horreur des crustacés. Dans les mots, par exemple, il se rappelle « Je pensais m'évanouir un jour dans le train de Limoges, en feuilletant l'almanach Hachette. J'étais tombé sur une gravure à faire dresser les cheveux. À un quai sous la lune, une longue pince rugueuse sortait de l'eau, accrochait un ivrogne, l'entraînait au fond du bassin. L'image illustrait un texte que je lus avidement et qui se terminait ou presque par ces mots. Était-ce une hallucination d'alcoolique? L'enfer s'était-il entrouvert? À Beauvoir, qui lui demandait ce qui le dégoûtait tant dans les coquillages et dans les crustacés, il répondit « Je pense en tout cas pour les crustacés que ce sont leurs ressemblances et leur rapport avec les insectes qui vivent dans l'air et non pas dans l'eau, mais qui ont ce degré de vie, cette conscience problématique qui me gêne, et qui ont surtout une apparence dans notre vie de tous les jours d'être complètement absents de notre univers, presque complètement absents, qui les met hors jeu. »
En soi, ce qui provoque le dégoût, c'est l'indétermination des règnes, le caractère indécidable du crabe, dont on ne sait s'il est un minéral ou un être vivant, qui semble avoir l'impassibilité des choses et qui manifeste pourtant une vie, une possibilité de conscience. Il y a quelque chose dans la répulsion de Sartre d'une horreur sacrée, comme si pesait sur de tels êtres un interdit lié à des prescriptions alimentaires comparables à ceux du Lévitique, si bien analysé par Marie Douglas dans son livre « De la souillure ». En mangeant un crustacé, je mange des choses d'un autre monde, dit encore Sartre dans le même entretien. C'est presque une transgression. La liberté, on le sait, est la question centrale de la philosophie sartrienne. Et son affirmation est liée à la structure de la conscience qui n'est jamais ce qu'elle est parce qu'elle est toujours en même temps ce qu'elle n'est pas. De sorte que la liberté est l'être même de la conscience. C'est là un fait contre lequel je ne puis rien. Tout au plus me le masquer par des attitudes de mauvaise foi, dont celle du garçon de café analysé dans L'être et le néant est bien célèbre. Libre de mes choix, je ne suis pas libre de cesser de choisir. En d'autres termes, et pour reprendre la formule célèbre, je suis condamné à être libre. Le lieu de cette condamnation, c'est le corps. Je suis mon corps autant que je l'ai. Je le suis pour autant que j'ai à l'être, comme j'ai à être cette physionomie, ce passé, cette situation historique. Je l'ai, c'est-à-dire je ne le suis pas, dans la mesure où je le dépasse sans cesse vers cet être que je projette toujours de devenir. Mais cette totalité que je vise, ce plein d'être, je ne l'atteindrai jamais, sauf précisément au jour de ma mort, quand rien ne me séparera plus de moi-même. Mon corps est la manière qu'a ma conscience de s'ouvrir au monde. Incarnée en lui, elle est toujours déjà au-delà. Elle le transcende, et pourtant ne peut pas ne pas l'être. Mon corps, c'est la manière dont j'apparais aux autres, de prime abord. Il est mon engagement dans le monde, et comme tel, manifeste ma contingence. Il n'est même que cette contingence. Or, la contingence et la facticité sont une seule et même chose. C'est qu'en effet, le fait de ne pas pouvoir ne pas être libre, dit Sartre, est la facticité de la liberté. Et le fait de ne pas pouvoir ne pas exister est sa contingence. Contingence et facticité ne font qu'un. Mais Sartre répugne à cette idée de la contingence, même s'il s'en défend, en qualifiant d'illusion substantialiste la tentative cartésienne pour échapper. Car si l'apparition du pour soi renvoie à l'effort de l'en-soi de se fonder, il correspond, dit Sartre, à une tentative de l'être pour lever la contingence de son être. Mais cette tentative aboutit à la néantisation de l'en-soi. C'est son caractère injustifiable qui, quoique revendiqué comme tel, lui est insupportable. Être à soi-même son propre fondement, tel est le rêve chimérique de la conscience. Alors le fait d'être là, tel corps et non tel autre, me rend en même temps objet pour moi-même et pour les autres auxquels je m'expose du même coup. Car, dit Sartre, la conscience ne cesse pas d'avoir un corps, et cette saisie perpétuelle de ce goût fade et sans distance qui m'accompagne jusque dans mes efforts pour m'en délivrer, c'est ce que Sartre appelle la nausée, et qui, discrète et insurmontable, révèle perpétuellement mon corps à ma conscience en permanence. Alors pourrais-je nourrir l'illusion de m'échapper en jouant les belles âmes, les purs esprits? Il faudrait pour cela que mon corps ne soit qu'une pure extériorité, un être subi venu du dehors. Dans la mesure où pour Sartre, l'existence d'autrui est constitutive de mon être propre, où être pour l'homme c'est toujours déjà être avec, toute conscience, en tant qu'elle est en même temps son corps, est exposée au regard d'une autre conscience. Autrement dit, dans ma relation à autrui est inscrite la possibilité d'être vu, c'est-à-dire d'être objet pour lui. Maintenant, s'il m'est difficile d'admettre que je ne suis pas le fondement de mon être, il m'est intolérable de penser qu'un autre puisse l'être. En existant, je m'échappe à moi-même, en niant l'être que je suis pour tenter de réaliser celui que je ne suis pas. Et pourtant, il suffit, écrit Sartre, qu'autrui me regarde pour que je sois ce que je suis. Alors, s'il y a un autre, quel qu'il soit, où qu'il soit, quels que soient ses rapports avec moi, sans même qu'il agisse autrement sur moi que par le pur surgissement de son être, j'ai un dehors, j'ai une nature, ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre.
C'est dans ce contexte théorique qu'on peut analyser la métaphore sartrienne du crabe. Le regard de l'autre me fige dans l'en-soi que je suis toujours sur le mode de ne l'être pas. En me visant, il me saisit dans un corps et ruine du même coup le mouvement transcendant de ma conscience. Je suis rejoint en quelque sorte par ce corps que j'ai toujours dépassé. Que je regarde l'autre et le voici à son tour dans une situation comparable. Transcendance, transcendée, chosifiée par mon regard. Mais si je me détourne en m'éloignant, je sens alors ses yeux dans mon dos. Sans défense, me voilà réduit à ce dehors que j'ai à être et que je porte soudain comme une carapace. Ainsi Roquentin dans la nausée. Je n'ai pas besoin de me retourner pour savoir qu'il me regarde à travers les vitres. Il regarde mon dos avec surprise et dégoût. Il croyait que j'étais comme eux, que j'étais un homme, et je les ai trompés. Tout d'un coup, j'ai perdu mon apparence d'homme, et ils ont vu un crabe qui s'échappait reculons de cette salle si humaine. Là encore la faute. Ils croyaient avoir affaire à un homme, et ce n'était qu'un crabe, un être enfoui sous la contingence. Mais s'ils l'ont cru, c'est que Roquentin les a trompés. Non qu'il l'ait fait intentionnellement, mais son être même est trompeur. D'où la surprise. Ce qui provoque le dégoût, c'est cette coagulation de conscience réduite à une simple croûte. La conscience est d'autant plus compromise dans le corps que mon regard ne peut plus déjouer celui de l'autre. Un corps vu de dos n'est obscène que parce qu'il révèle l'inertie de la chair. Les fesses, mais les seins des femmes aussi, manifestent, pour Sartre, une facticité surabondante. Je voulais n'avoir pas de dos, dit Loulou, dans Intimité. Et elle ajoute plus loin, je suis sûr qu'il fait exprès de me toucher le derrière parce qu'il sait que je meurs de honte d'en avoir un. Tant que Roquentin pouvait les voir, les consommateurs du café étaient livrés à son regard, c'est-à-dire à sa puissance d'objectivation. En leur tournant le dos, il perd tout pouvoir sur eux. Par une curieuse inversion, ce qui devrait être sa partie vulnérable se transforme soudain en coque dure qui protège, mais en même temps dissimule l'humanité de Roquentin. Le corps ici est une sécrétion ossifiée, le reliquat durci d'une conscience désormais privée de transcendance, gelée en arrière d'elle-même. Mais la métaphore fonctionne aussi bien pour désigner une conscience transie dans sa liberté, par le regard d'un autre, que pour figurer ce à quoi aboutit un mouvement de fuite sans objet, qui, croyant préserver sa liberté en se dégageant de tout, rejoint la froide immobilité des choses. Ainsi, dans l'âge de raison, après avoir refusé à la demande de Brunet de s'inscrire au parti, Mathieu s'interroge sur le sens de son refus. Était-ce pour être libre qu'il avait agi ainsi? Mais libre pourquoi? Mathieu rentra dans sa chambre, mais la lumière l'y poursuivit. Mon fauteuil, mes meubles. Sur la table, il y avait un presse-papier qui figurait un crabe. Mathieu le prit par le dos comme s'il était vivant. Mon presse-papier. À quoi bon? À quoi bon? Il laissa retomber le crabe sur la table et il décida « Je suis un type foutu ». Le crabe presse-papier est comme s'il était vivant, ce qui donne d'autant plus de poids à sa répugnante inertie. En considérant cet objet, c'est lui-même que Mathieu contemple, ce qu'il ne peut faire précisément que parce qu'il lui a prêté un semblant de vie. Mais c'est un prêté pour un rendu. Le crabe, en fait, c'est Mathieu, une conscience qui se croit libre parce qu'elle a déserté le corps, qui l'engage dans le monde, comme cette femme de mauvaise foi qui, dans l'être et le néant, abandonne sa main à l'homme qui la courtise tout en se persuadant qu'il ne s'adresse qu'à son esprit. Et pendant ce temps, le divorce du corps et de l'âme est accompli. La main, écrit Sartre, repose inerte entre les mains chaudes de son partenaire, ni consentante, ni résistante, une chose. Le contraire d'une conscience libre. Maintenant, ce corps que j'ai à être, il suffit que je le regarde comme ce que je suis pour le voir avec les yeux d'un autre, dans toute sa contingence. Je vois ma main qui s'épanouit sur la table, écrit Sartre. Elle vit, c'est moi. Elle s'ouvre, les doigts se déploient et pointent. Elle est sur le dos. Elle me montre son ventre gras. Elle a l'air d'une bête à la renverse. Les doigts, ce sont les pattes. Je m'amuse à les faire remuer très vite, comme les pattes du crabe qui est tombé sur le dos. Le crabe est mort. Les pattes se recroquevillent, se ramènent sur le ventre de ma main. Le corps dont la main est ici métonymique acquiert une autonomie qui échappe à ma conscience. Il m'est devenu soudain comme étranger. Je n'y suis pour rien. Le corps, ça vit tout seul une fois que ça a commencé, poursuit Roquentin. Ce n'est pas l'analogie de la main avec le crabe,
qui suggère à Sartre cette métaphore. C'est plutôt l'inverse. La main, en effet, est la partie la plus immédiatement visible de notre corps, que nous ne pouvons jamais voir en entier comme l'autre le voit. Dans les notes préparatoires à la nausée, Sartre écrivait « La contingence en moi, dans mes membres, quand je marche, incapacité de me voir tout entier ». Je perçois en fait toujours autrui à partir du monde qu'il organise selon un projet où son corps est un tout en situation. Chacun de ses mouvements, chacun de ses gestes lui appartient en totalité. Fidèle en cela à la Gestalt théorie et aux thèses de Goldstein sur le vivant et la structure de l'organisme, Sartre affirme « C'est le tout ici qui détermine l'ordre et le mouvement des parties ». Et de poursuivre « Pour se convaincre de ce qu'il s'agit bien d'une perception originelle du corps d'autrui, il suffit de se rappeler l'horreur que peut susciter la vue d'un bras cassé qui n'a pas l'air d'appartenir à un corps, ou quelqu'une de ces perceptions rapides que nous voyons par exemple, une main dont le bas est caché, grimper comme une araignée le long du battant d'une porte. Dans ces différents cas, il y a désintégration du corps. La main perçue comme crabe ou comme araignée est tout au plus un concentré de contingence. Ma main est cette partie de moi-même que je puis observer tout entière sans particulière contorsion. Je peux aussi la voir comme l'autre me voit, mais toujours de dos si l'on peut dire. Elle est pour moi ce qu'est Roquentin quittant le café pour ceux qui le regardent s'éloigner. Chitineuse carapace sous laquelle gît une conscience en sommeil. Non pas transparente et claire, comme celle dont parle Sartre dans son article de 1939 sur Husserl, mais déjà contaminée, impure, laiteuse et fade. En somme, le crustacé, c'est toujours le non-humain, soit par excès, soit par défaut de conscience. Qu'elle tende à coïncider avec soi comme les choses qui sont identiques à elles-mêmes, ou qu'elle cherche à s'épurer dans une transcendance radicale, dans les deux cas, la conscience se métamorphose en crustacé. On sait combien Sartre a horreur de la chair, de son opacité, de son inertie. Le désir empâte la conscience et la sexualité est un englument dans l'en-soi. La conscience sauve le corps en l'existant jusqu'au moment où, comme le note François Georges, ce corps peu reconnaissant l'entraîne et le fait tomber dans la chair. Si la métaphore du crabe désigne le corps dans sa passivité comme le lieu de la chute, il indique à l'inverse la boursouflure d'une conscience désincarnée, pur regard détaché de toute contingence, élevé au point de vue d'un illusoire absolu. On est ici exactement dans le cas de la belle âme décrite par Hegel pour stigmatiser les romantiques. Celle qui, pour garder pures ses intentions, va refuser de se salir les mains, pour reprendre l'expression de Sartre. Ainsi sont les crabes dans les séquestrés d'Altona. Ainsi est Franz, quand il se veut témoin de son siècle. Les crustacés, les chers auditeurs, habitants masqués des plafonds, sont les témoins et les juges de l'histoire. Seulement en cette qualité, ils sont précisément cessés d'être des hommes. Ils se sont métamorphosés, devenus désormais méconnaissables. Franz, au XXe siècle, s'il reste un homme, on le conservera dans un musée. Tu penses bien qu'ils ne vont pas garder notre système nerveux. Léni, et cela fait des crabes? Franz, très sec. Oui, ils auront d'autres corps, dans d'autres idées. Lesquels, hein, lesquels? Travaux d'aveugle. Tu lâches un mot ici au jugé, il cascade de siècle en siècle. Que voudra-t-il dire là-haut? En devenant lui-même un crabe, Franz passe de l'autre côté et espère de ses nouveaux juges la justification de ce qu'il a fait. Ce tribunal impartial, puisqu'il n'est pas impliqué, compromis dans son époque, lui rendra raison. Franz a été tortionnaire, mais il espère sauver ses actes en disant la vérité de ses intentions. Il suffit que les crabes entendent sa plaidoirie, mais qu'ils ne voient rien surtout. Tandis qu'il félicite les crabes, Franz laisse percer son inquiétude. On a choisi la carapace, bravo, adieu la nudité. Mais pourquoi garder nos yeux? C'est ce que nous avons de plus laid. Alors voilà les crabes. Ils voient tout, entendent tout, et la conscience de chacun est pour eux aussi transparente que pour elle-même. La faute est commise. À quoi bon se le dissimuler, fuir sa responsabilité? La mauvaise foi à ce jeu finit un jour ou l'autre par céder. Et quand Johanna lui demande si sa vérité est celle dont il parle au crabe, Franz répond « Mais quel crabe? Êtes-vous folle? Quel crabe ?» Un temps, il se détourne. « Ah oui, eh bien oui. » D'un trait brusquement, les crabes sont des hommes.
On comprend dès lors que la métaphore du crabe dramatise dans l'œuvre de Sartre non pas la tentation du dualisme cartésien, mais plutôt son horreur. Si le corps n'était qu'une substance étendue, nous serions en effet comparables aux corps articulés arthropodes, qui ne dégoûtent tant Sartre que parce qu'ils représentent pour lui la négation de l'idée de liberté. Il est vrai que cette idée va de pair avec une conception de la conscience dépourvue d'intériorité, claire comme un grand vent. Mais les efforts de Sartre pour engager cette conscience dans le monde, pour lui faire exister son corps, qu'elle a à être, témoignent de son rejet de toute tentative de donner à la conscience un privilège comparable à celui que lui ont conféré les stoïciens. Sartre est viscéralement attaché à cette idée de liberté. Les salauds, les hommes de mauvaise foi, tous ceux qui sont enlisés dans la contingence lui répugnent. De même, cette répugnance pour le corps permet à Suzanne Lillard, par exemple, de diagnostiquer chez Sartre une hantise de l'incarnation, comme le remarque Michel Contat, qui ajoute « Sans que cela soit exclure, il faut bien voir que le but premier de Sartre est de montrer une sexualité aliénée, sans indiquer directement des perspectives positives. Reste que tout au long de son œuvre, le problème se pose en permanence. » La fonction d'une telle métaphore, dont on a pu voir l'insistant retour, est de marquer l'ambiguïté d'une position théorique en la fixant sur une image. Car s'il y a glissement et non substitution, pure et simple, le crabe à la place de la contingence, sa fonction réside dans sa dynamique même et dans la forme synthétique qu'elle finit par produire. Ainsi, en certains points cruciaux et au sein même du travail de l'écriture, la cristallisation opère, et Sartre projette à la fois sa passion de la transparence et sa volonté de maîtrise et d'engagement. Le crabe apparaît comme une formation de compromis, capable de satisfaire métaphoriquement deux exigences contradictoires. À la fois n'être nulle part, toujours ailleurs, capable à tout moment de remettre sa position en question, à la fois être de son temps, le témoin et l'acteur d'une histoire qui nous fait en même temps que nous la fusons. Merci. Merci, Gilles. Temos então tempo, né, para algumas questões. Podemos adotar a mesma sistemática, né, ou fazer a pergunta ou em francês ou em português para ser traduzida sinteticamente para o francês, ou então diretamente em inglês também. Fazer como a Raquel ontem, se nos próximos 30 segundos não aparecer uma questão. Merci Gilles. Je ne vais pas mesurer à quel point Sartre a vraiment un rapport au corps, mais qui est terrifiant en fait. C'est vrai qu'il parle de ses yeux dans les mots, il déteste son visage, enfin bon. Et tu l'as très bien ressaisi. Mais c'est pas une question vraiment. Moi j'ai envie d'être du côté d'Henri Faucillon, avec l'éloge de la main, ce texte magnifique dans lequel, c'est idiot d'être du côté, mais de mettre en regard, dans lequel Faucillon dit justement que lorsque la main bouge et qu'elle n'imite pas, c'est là qu'elle est le plus libre, la plus libre, et que ça devient l'expression même d'une liberté. Alors c'est pas la liberté sartrienne, je sais, au fond celle de la conscience, mais je sais pas si Sartre connaissait ce texte de Faucillon, si ça l'intéressait ou pas, mais tu sais, ce passage, il est très puissant, et il n'a rien à voir avec cet être rampant, dégoûtant en fait, que décrit Sartre. Voilà. Donc il saisit la liberté par la main, par le geste d'une main qui bouge dans tous les sens, sans imitation précisément. Vous pouvez répondre, j'ai fait ensemble. Non, c'est juste, oui. Je pense qu'il connaissait ce texte, oui. Mais je pense qu'il y a d'autres remarques possibles sur ce que je viens de raconter, parce que merci. Il y a une vision du corps qui est, alors, c'est une tentative incomplexe, enfin difficile ce que j'ai fait, mais c'est à la fois, comment dire, c'est pas de la psychanalyse de Sartre du tout, hein, mais c'est une étude sur le texte de quelque chose qui en même temps fait remonter des phobies
intellectuels chez Sartre qui en disent très long sur sa manière de comprendre le corps. Et sur, par exemple, des choses qu'on peut voir développer dans L'être et le néant, sur l'amour, par exemple. La contingence de l'amour. Et donc, tous ces textes sont assez violents, en fait. Et je n'ai pas tenté de soustraire, d'ailleurs, certains passages qui, aujourd'hui, peuvent paraître assez scandaleux, même. Oui, oui. Na verdade, ele fez uma pergunta sobre... desculpa, alguém está me ouvindo? Fez uma pergunta sobre o corpo e essa situação do nojo, desgosto em relação ao corpo. E ele falou que ele tratou de momentos que o Sartre traz essa questão do corpo de uma forma muito explícita e sem fazer uma edição assim de coisas que hoje podem ser consideradas, inclusive, de péssimo gosto. Em linhas gerais, é mais ou menos isso, gente. Pedro. Pedro, você vai fazer a questão em francês? Depois você próprio traduz. Tá. Merci beaucoup pour la présentation. Une question un peu... bon, parce que je lis son autre texte et il me semble que tu as un intérêt particulier pour cette question deleuzienne du devenir animal. Il y a ici, il y a dans ce autre texte. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ça? Desculpa. É porque é o seguinte, eu já li o outro texto dele que ele vai apresentar no colóquio lá no Rio, e aparece também essa questão do devir animal. Aí eu pedi para ele, né, que aparece aqui nesse texto, e que é um tema deleuziano, né, do devir animal, eu pedi para ele falar um pouquinho mais sobre isso. Oui, alors c'est pas que Sartre devient un crabe, hein, c'est pas l'idée de se transformer en crabe, c'est l'idée de se vivre comme un crabe, c'est-à-dire de vivre son corps comme un corps animal d'un certain genre qui, là, en l'occurrence, produit sur lui l'effet exactement contraire de ce qu'il pense, c'est-à-dire que il fait le contraire de ce qu'il... Enfin, ou il dit le contraire de ce qu'il fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le phénoménologue, Husserl, Merleau-Ponty, et lui-même affirme l'unité totale de la conscience et du corps, puisque le corps, c'est un mode d'ouverture de la conscience au monde. Mais en fait, chez Sartre, quelque chose de plus fort revient, qui est une contradiction interne qui le rejette vers une dualité qui, du coup, ne le rend pas crabe, mais le fait vivre comme un crabe dans l'horreur de ce qu'est le crabe. En fait, il ne tend pas du tout à l'être. C'est presque contraire du devenir animal, quoi. C'est l'horreur de ce devenir animal, mais qu'il vit pourtant quand il réfléchit à son humanité. Humanité scindée plutôt que unifiée, contrairement à ce qu'il prétend. Não, ele crabe caranguejo. Não, ele disse mais ou menos que, na verdade, não é tanto a questão de se tornar um animal, mas de viver como um caranguejo, né? E que, de certa forma, isso contradiz um pouco a própria ideia fenomenológica do Merleau-Ponty, de Sartre, né, que você tem a consciência do mundo pelo corpo, mas justamente então esse horror que o Sartre sente de se tornar um caranguejo. E aí, nesse sentido, teria até uma certa contradição com a própria posição fenomenológica, né, defendida por Sartre e Merleau-Ponty. Mais ou menos isso.
Ok, mais alguma questão, gente? Bom, então agradeço muito a presença de todos, agradeço a excelente exposição do Gilles e boa noite. Amanhã nós retomamos então às 9h30, aqui mesmo, né? No espaço. Obrigado.